هناك البحر، هناك لبنان، هناك سوريا، وهناك الأردن، وإحنا هينا بالنص. لينا، أول مرة أخدتك على دير حنا، شايفة؟ هاي أنتي الصغيرة مع ست وأم علي، وهاي أنا وهاي أمي. Et moi, je ressemble à qui, du coup? À personne. Et là, c'est nous quatre. Les 4 générations. Ma mère m'a transmis sa langue à moitié. Elle m'a transmis un bout de langue. Quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, Dar Hanna. Ce village, elle l'a quitté il y a plus de 30 ans pour réaliser son rêve de devenir comédienne. Tourne-toi un peu vers la caméra. ايش بتحبش يا لينا؟ مرحبا. اهلا لينا حبيبتي. زمان ومدت، زمان هالقمر ما بان. من وين طلعتي لنا؟ من وين اجيتي حبيبه قلبي؟ À chaque fois que je la questionne sur son histoire, elle me répète « N'ouvre pas les douleurs du passé ». Je me demande souvent ce que tu serais devenue si t'étais restée. Qu'est-ce que j'en sais, Yalina, parce que je suis partie. Salam alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver ce soir pour notre chronique hebdomadaire avec Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de votre disponibilité une fois de plus. Donc on est revenu à cette chronique hebdo le jeudi soir. Oui. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, donc j'ai passé le trailer d'un film qui est sorti hier au cinéma, un documentaire ou un film, je ne sais pas si on peut appeler ça un film, mais c'était plutôt un documentaire, il me semble, qui est sorti hier, 21 février. Bye Bye, Bye Bye Tibériade. Et donc, vous vouliez introduire l'émission de ce soir Oui. en développant sur ce documentaire. Oui, parce que, bon, je l'ai vu cet après-midi et je suis encore sous le charme. Enfin, il est terrible le film. Mais en même temps, il est tellement humain et c'est ça qui est fantastique avec l'art, que ce soit la littérature ou le cinéma, c'est qu'il y a une approche, ce n'est pas un essai sec, c'est vraiment, on rentre dans l'humain palestinien. On touche du doigt ce qu'est le palestinien, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent, comment ils affrontent tous les drames par lesquels ils sont passés. Et il y a des documents, en plus, il y a quelques documents exceptionnels que je n'avais jamais vus auparavant. Alors, Tibériade est une ville, enfin, était un village palestinien qui était au bord du lac. Bon, le lac de Tibériade, il est très connu parce que Jésus avait marché sur les eaux de ce lac. Enfin bon. Et le film a retrouvé, ça vraiment pour moi c'était quelque chose d'assez exceptionnel, une vidéo de 1940, donc avant l'arrivée des sionistes, avec donc c'est un petit village d'artisans, de pêcheurs. Bon, le film dure 2 minutes, mais c'est fantastique de voir cette vie palestinienne calme, artisanale, humaine, cette harmonie du village palestinien avec la nature. Et puis, il y a un autre document terrible, je ne sais pas où ils l'ont trouvé parce que je ne le connaissais pas. C'est
comment dire, les soldats sionistes qui rentrent dans le village et qui chassent les Palestiniens, manu militari, sortez de vos maisons, et qui les renvoient vers la frontière. Donc certains partent au Liban, certains en Syrie, certains retournent, par exemple, comme la Palestinienne, l'héroïne du film, elle habite un village palestinien, mais en Israël, à l'intérieur d'Israël. Et c'est terrible ce regard. Vous savez, on ne peut pas voir ce film sans faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, à l'époque, c'était artisanal, c'est-à-dire les forces sionistes étaient sur des camions avec des fusils, mais ils n'étaient pas moins violents, hargneux, racistes. Ils dégageaient les Palestiniens avec... bon, je n'ai pas vu d'assassinat, mais enfin, ils les traquaient, puis ils ont détruit le centre historique de Tibériade pour en faire une ville à eux, qui leur ressemble, voilà, moderne. Mais il y a des scènes extraordinaires, ça veut dire des scènes d'enfants, des enfants qui jouent, qui vont à l'école, qui apprennent. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à ces milliers d'enfants qui vivent les tragédies actuelles. Et on voit ces Palestiniens qui ont une tendresse, une humanité vraiment touchante. Ces gens qui ont envie de vivre, qui est très moderne, si vous voulez. C'est pas les sauvages qu'on voudrait nous faire croire. Des gens je vais par exemple des scènes de mariage, des scènes où, quand à la fin du mariage ils chantent des chansons patriotiques, et puis cette résistance sourde au harcèlement, à l'occupation, et cette espérance qu'ils ont encore, enfin, c'est juste, enfin, moi je vous conseille, j'ai vu que le film passait dans pas mal de villes de France, il faut vous précipiter parce que je pense pas que, enfin, je veux dire, vous savez, des films comme ça ne restent pas plus d'une semaine ou deux maximum. Bon, c'est la loi du marché, hein. Et on pénètre, et puis aussi, moi j'aime bien le côté humain, c'est-à-dire à travers une histoire personnelle. La jeune fille qui fait le film, le documentaire, sa mère est une très grande actrice palestinienne. Elle a joué dans plusieurs films. Pour ceux qui ont vu par exemple, les citronniers, enfin bon, j'oublie des titres, mais j'ai vu la plupart de ses films. C'est une très grande actrice. Et bon, aujourd'hui, elle est proche de 60 ans, je crois. Et sa fille fait un documentaire sur elle, sur sa grand-mère, etc., sur les femmes. Et c'est vraiment touchant. Cette femme, par exemple, elle va étudier à Jérusalem parce qu'elle est israélienne, et elle tombe amoureuse d'un Anglais. Et donc les rapports avec son père, quand elle lui annonce qu'elle a envie de se marier avec lui, et toutes ces discussions entre femmes, voilà, on a une approche humaine de la question palestinienne. Voilà, c'est pas des chiffres, c'est pas des massacres, mais c'est à travers des personnages humains, réels, qui sont pétris de tendresse, d'humanisme. Bien sûr, ils ont traversé des choses terrifiantes, mais ils gardent quand même ce sourire, cette humanité. Voilà, j'ai voulu rendre hommage à ce film, à la cause palestinienne, au désir de survie, de cette lutte qui traverse le film, qui est sous-jacente au film. Et voilà, j'invite vraiment tous les
tous les auditeurs, tous les spectateurs à aller voir le film et à faire de la publicité pour ce film et à lui donner une longue vie parce que vraiment, vraiment, il le mérite. Voilà. Alors, merci, Monsieur Cohen. D'ailleurs, il y a des gens qui posent la question, quel est le film? Donc, c'est Bye Bye Tibériade, pardon. Et je vais en profiter, vu que j'ai le trailer, là, je vais vous le repasser. Il prend que 2 minutes, on va le regarder de nouveau ensemble. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup Vous allez sur Allociné. Il y a beaucoup d'émotions. Google, Allociné, et vous dites, et puis à Allociné, vous tapez sur ce film, et il vous donne les séances dans toutes les villes de France. Voilà. Allez, je vous le repasse. D'accord. هناك البحر، هناك لبنان، هناك سوريا، وهناك الأردن، وإحنا هينا بالنص. لينا، أول مرة أخدتك على دير حنا، شايفة؟ هاي انتي الصغيرة مع ست وام علي، وهي انا وهي امي. Et moi, je ressemble à qui, du coup? À personne. Et là, c'est nous 4. Les 4 générations. Ma mère m'a transmis sa langue à moitié. Elle m'a transmis un bout de langue. Quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, Darhanna. Ce village, elle l'a quitté il y a plus de 30 ans pour réaliser son rêve de devenir comédienne. Tourne-toi un peu vers la caméra. ايش بتحبش يا لينا؟ مرحبا. اهلا لينا حبيبتي. زمان ومدة. زمان هالقمر ما بان. من وين طلعتي لنا؟ من وين اجيتي حبيبه قلبي؟ À chaque fois que je la questionne sur son histoire, elle me répète « N'ouvre pas les douleurs du passé ». Je me demande souvent ce que tu serais devenue si t'étais restée. Qu'est-ce que j'en sais, Yalina, parce que je suis partie. Voilà. Voilà, les amis. Donc, Bye Bye Tibériade, sorti hier, 21 février. Vous pouvez le retrouver dans certaines salles, peut-être pas toutes les salles, mais une grande partie des salles de cinéma aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Il a l'air en tout cas très intéressant. Monsieur Cohen, alors nous allons partir sur un sujet qu'on devait traiter déjà il y a quelques semaines. On n'avait pas eu le temps, malheureusement. Et du coup, là, on va attaquer par ça ce soir. Donc, c'est en fait vous concernant votre personne et du coup des pressions un peu que vous auriez subies de la part de médias ou même carrément le Marzen. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, s'il vous plaît? Oui, en fait, d'abord, il y a une chose qui est surprenante. Bon, comme je l'ai dit dans une interview à un média algérien, ça fait plus de 4 ans, presque 5 ans, qu'aucun média marocain, qu'il soit de gauche ou de droite, traditionnaliste ou moderniste, francophone ou arabophone, magazine, papier ou bien médias numériques ou YouTube. Donc, aucun média n'a souhaité avoir mon avis sur quoi que ce soit le Sahara occidental ou la normalisation. Et bon, c'est pas que je cherche la médiatisation. Je veux dire, je suis déjà passé au Maroc, j'ai déjà été invité. Enfin bon, j'étais au Salon du Livre, etc. Mais, Monsieur disons, Cohen, oui, on peut dire la même chose des médias français. oui.
Mais enfin, les médias français, quand même, enfin, il y a des sites qui m'invitent. Oui, mais disons que au Maroc, il y a une espèce, enfin, même les sites enfin, numériques, sauf un récemment, oui, oui, non, non, il y a un site qui m'avait invité, et d'ailleurs, je dois faire au mois de mars, je vous l'annoncerai, il veut faire une vidéo sur le printemps des Sayanim. Bon, voilà. Donc, je fais une exception quand même. Et il a été conquis par le livre. Enfin, bon, parce que c'est pas évident pour des lecteurs marocains, le printemps des Sayanim. Enfin, jusqu'à présent, je le pensais. Mais apparemment, les Marocains qui le lisent le trouvent très intéressant, même s'il est vraiment centré sur la France. Et donc, j'ai eu quelques débuts d'explication. Bon, d'abord, je sais que André Azoulay, le conseiller du roi, je suis son ennemi mortel. Et Dieu sait si Azoulay, il a une très, très grande influence. Donc, parce que j'étais le seul à le traiter de Sayan, ça veut dire d'espion du Mossad. Et la vidéo, je sais qu'elle a beaucoup circulé, et ça le poursuit. C'est-à-dire tout le travail qu'il fait pour passer pour un soi-disant national marocain qui cherche la paix avec Israël, une solution pacifique basée sur une solution à deux États, etc., etc. Enfin, tout ça, c'est du bullshit, comme disent les Américains. Et je l'ai traité publiquement et je l'ai démontré. Enfin, j'ai dit pourquoi, les raisons. Et donc, bon, j'ai quelques amis qui avant le Covid, j'étais au Maroc. Et donc, je faisais des conférences. J'ai même été invité à un dîner par l'ancien Premier ministre islamiste, j'ai oublié son nom, Ben Kiran. Bon. Donc, mais disons que j'ai trouvé récemment un papier d'un site qui s'appelle Maroc Diplomatique ou Maroc Diplomatie, je ne me souviens pas. Donc, c'est quand même un site quasi officiel, disons, ou en tout cas qui donne, qui est le relais de la parole royale, qui est le relais de la parole du gouvernement, et qui a dit que Jacob Cohen n'est ni juif ni marocain. Et là, ça m'a interpellé parce que une telle attaque, bon, à la limite, il aurait pu me traiter de n'importe quoi. Mais là, bon, d'abord, ça va tout à fait contre la réalité. Enfin, je veux dire, je suis juif, c'est connu. Enfin bon, je suis né dans le Mela de Meknès, on ne peut pas faire plus juif. Je suis marocain, je peux produire ma carte d'identité, mon passeport, etc. Enfin, je veux dire, j'étais fonctionnaire, j'étais enseignant à la fac. Mais, et en plus, être marocain, c'est quelque chose dont on ne peut pas se débarrasser comme ça. Ça veut dire que si je voulais ne plus être marocain, il aurait fallu faire une demande au ministère de la Justice et c'est lui qui m'accorde ou non ce droit. Et donc, un organe officiel me dénie ma qualité de juif et de marocain et donc je pense quand même que cette attaque a dû avoir le feu vert disons, de certains organes ou de certains niveaux. C'est vraiment l'attaque la plus, c'est plus qu'au-dessous de la ceinture. C'est-à-dire que parce que je critique la politique marocaine, c'est vrai, je critique, hein, c'est pas. Et donc, ils veulent quasiment m'exclure de la communauté. C'est pas que je m'accroche, mais ça m'a intrigué cette opération
de dégagement, voilà, on ne veut plus avoir affaire à lui. Bon. Il se trouve que, vous savez qu'au Maroc, il y a plusieurs journalistes qui ont été condamnés à des peines de prison ferme très lourdes, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ou même plus, parce qu'ils critiquaient voilà, le régime, etc. Et on leur a monté des dossiers, par exemple de harcèlement sexuel ou de viol, etc. Enfin, bon. Et donc, il y a vraiment comment dire, une espèce de climat de terreur ou de peur, parce que les journalistes et les médias savent qu'ils sont à la merci des pouvoirs arbitraires. Et donc, à mon avis, enfin voilà, je présume que, disons, vous savez, c'est comme à une époque, par exemple, lorsque j'étais copain avec Dieudonné Soral, même des organes palestiniens, des associations palestiniennes, je ne citerai pas lesquelles, mais refusaient de me rencontrer ou interdisaient à leurs membres de collaborer avec moi ou de me rencontrer, etc. Parce que Jacob Cohen sentait le soufre. Et donc, j'ai l'impression que on a introduit, on a fait passer le fait ou la rumeur ou ce que vous voulez, qu'il vaut mieux ne pas l'inviter. Voilà. Il vaut mieux ne pas le faire parler. Bon. J'espère que le monsieur avec qui j'ai rendez-vous au mois de mars pour le printemps des Sayanim, un vendredi d'ailleurs, j'espère qu'il non, mais je sais, enfin, en tout cas, voilà. Et en tout cas, je parle des médias, des organes, etc. Et pourtant, par exemple, une fois, il y a un journal arabophone, un grand journal arabophone très connu, qui au début m'avait demandé une petite interview sur mon enfance, etc. Et puis ça a tellement accroché qu'on avait fait à peu près une trentaine ou une quarantaine d'interviews 2 ou 3 fois par semaine. Je pensais même à un moment donné en faire un petit livre, tellement, parce que vraiment je développais sur l'enfance, sur Meknès, etc. Voilà. Et même, il m'est arrivé, par exemple, à Rabat ou à Casa, d'être reconnu dans la rue, par exemple. Donc, mais depuis 4-5 ans, j'ai l'impression, et ça me confirme avec le papier de Maroc Diplomatie, bon, eh ben c'est comme ça, c'est un régime qui, je me demande d'ailleurs si je retournais, qu'est-ce que ça, mais je ne crois pas que j'aurai des problèmes. Et enfin bon, j'arrête là parce que je préfère ne pas mettre dans l'embarras certaines de mes connaissances. Voilà. Alors, quand même, monsieur Cohen, je vais vous poser une ou deux questions à ce sujet parce qu'effectivement, vous subissez les critiques du Merzen et des médias pro-régime marocain, ce qui peut être normal, j'ai envie de dire, hein, dans la mesure où vous dénoncez cette politique qui est liée à l'entité sioniste, pardon. Et du coup, bien sûr, j'allais vous poser la question, mais vous venez d'y répondre en quelque sorte. Est-ce que vous risquez quelque chose si vous retournez là-bas? Parce que vous avez des attaches là-bas, non? Oui, quelques attaches, mais non, je crois pas qu'ils iraient jusque-là. Mais enfin, disons, vous savez, je précise un point, c'est que même les médias, par exemple, ce quotidien arabophone, bon, je vais le citer, Al-Massa, ça veut dire le soir, je crois, avec qui j'ai fait une interview vraiment qui a duré, qui est sortie sur une trentaine de journaux, enfin, je veux dire, 2 ou 3 fois par semaine. Et je sais que je les ai vus à Casablanca il y a 4-5 ans, ça a été vraiment un grand moment. Mais enfin, comme ça, j'ai eu l'intuition que ces journaux, même qui me seraient favorables, qui ont de la sympathie pour moi, pour mes idées, etc., à mon avis, ils n'osent plus
m'inviter ou avoir un contact avec moi. Voilà. Ça veut dire, et je le comprends, hein, vous savez, quand on vit dans un régime autoritaire, vous savez, j'ai vécu dans les années 80 sous le régime de Hassan II, je sais ce que c'est. C'est-à-dire, vous savez, il y a un sentiment d'arbitraire, ça veut dire quelque chose qui peut vous tomber dessus à n'importe quel moment sans que vous sachiez pourquoi. Voilà. Et on vivait dans voilà, dans ce sentiment. On ne faisait rien de, moi je faisais rien, j'appartenais pas à un parti clandestin, etc. Mais il y avait cette sensation que n'importe quoi peut vous tomber sur la tête n'importe quand. Voilà. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a ce sentiment, et le régime a réussi à introduire ce sentiment de peur, de crainte et donc de prudence. Les gens se disent, bon, je ne vais pas prendre des risques avec ces gens-là pour un entretien avec Cohen, ce n'est pas la peine. Bon, je sais que sans le souffre, donc voilà, ce n'est pas la peine. Ils ont vu le papier de Maroc diplomatique et donc ils se sont dit, bon, si vraiment cette attaque est légitimée, ça veut dire que le gars, il vaut mieux ne pas. Voilà, il vaut mieux ne pas. Voilà. Et je comprends tout à fait. Voilà. Alors, Monsieur Macron, là, on parle des pressions que vous auriez subies, mais c'est un peu propre à beaucoup de pays, ça, non? Que des journalistes ou des alerteurs dénoncent un petit peu la politique menée à l'intérieur ou la politique étrangère. Et derrière, on subit des pressions. On a vu, par exemple, ici, par exemple, en France, on a vu un petit peu la censure qui est opérée. On a pu le voir aussi ailleurs. Est-ce que comment Non, la différence, Wally, c'est qu'au Maroc, on a condamné des journalistes vraiment à des peines de prison de 4, 5, 6 ans, de prison ferme. Bon, voilà, et je veux dire, quand vous êtes un intellectuel, un journaliste, un écrivain qui produit un livre et tout, et vous vous retrouvez dans une cellule, enfin voilà, dans des conditions quand même terribles quand même, pendant 5, 6 ans pour avoir écrit des articles ou un livre, non, ça c'est autre chose. On a dépassé les limites. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est-à-dire c'est un régime qui veut terroriser les gens. Voilà. Et il leur dit, voilà, ou vous marchez droit, ou bien vous... voilà. Et évidemment, le régime, il ne les attaque pas parce qu'ils ont écrit des articles. Enfin, c'est quasiment, on revient quasiment au système stalinien. Ça veut dire on leur montre des dossiers. Voilà. On fait pression sur, par exemple, un journaliste, on a fait pression sur une femme qui a dit, oui, il a attaqué, enfin, une agression sexuelle. Et donc, voilà, donc on va jusque-là. C'est dire que personne n'est à l'abri. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Et donc, moi, je comprends tout à fait, je n'en veux à personne, au contraire. Je trouve que je voudrais mettre personne dans l'embarras à cause pour une interview, etc. Voilà. S'ils pensent, si vraiment tout journaliste, tout intellectuel pense qu'il risque quelque chose, je serai le premier à lui dire faites gaffe, voilà, je ne voudrais pas vous causer des ennuis parce que, vous savez, quand Mohamed VI est arrivé au pouvoir, il y a eu. Non, l'ouverture avait commencé avec Hassan II. Vers la fin de son règne, il y a eu des journaux, des magazines qui sont sortis. Il y a eu vraiment une floraison de titres de presse et tout. Et c'est à Mohamed VI, peu après son arrivée, il a commencé à serrer les boulons. Mais là, depuis quelques années, c'est la terreur. Voilà. D'accord. Alors, merci, Monsieur Cohen. Je voulais juste saluer tout le monde sur toutes les plateformes. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui est arrivé, qui nous écoute. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui veulent intervenir, que ce soit sur TikTok ou sur les autres plateformes, je vous ai mis le lien. Donc, je vais donner la parole à monsieur qui est avec nous sur YouTube. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez?
Oui, très Oui, bien. oui, bonsoir. Oui, bonsoir Altitude, vous allez bien, Monsieur Cohen, comment allez-vous? Bien, merci, merci, bien. Très bien. Ben voilà, j'aurais une question à vous poser, Monsieur Cohen. Oui, Alors, c'est sur le principe de l'allégeance, en fait, de la République française à l'État sioniste. Parce que moi, je me pose la question, quand on regarde du côté l'État sioniste et tout, en fait, il y a le concept de goïm. Hein, est-ce oui, que vous réfutez le concept de goïm? Donc, si on regarde bien, on va schématiser, hein, parce qu'après, on n'est pas là pour entrer dans les détails. C'est un petit oui, peu péjoratif, c'est un peu rabaissant, puisqu'il n'appartient pas à à la religion judaïste, puisqu'ils ne se revendiquent pas de la religion judaïque, pardon. En fait, ils sont un peu traités comme des animaux, des sous-hommes, des créatures que Dieu a créées pour comment dire, être au service du peuple israélien, on va dire. oui. Donc voilà, tous ces questions-là, en fait, tous ces paramètres-là, ils m'amènent à poser une question. C'est comment des gens, ils arrivent à se soumettre avec avec ce principe, parce que on a vu après les attentats de Gaza, comme ils ont qualifié, voir l'État français dire ils sont inconditionnellement soumis à l'État sioniste, alors que quand on regarde bien, quand ils parlent de goïm, c'est-à-dire comment, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est comment ils arrivent à se soumettre à une autre catégorie de créatures et, et qu'au fond d'eux-mêmes, ils les détestent et qu'ils les méprisent et qu'ils leur donnent des qualificatifs vraiment très abjects. Et Oui, de surcroît, quand on voit que, enfin, globalement, dans la religion judaïque, on voit que quand même le Christ, c'est-à-dire le prophète Aïssa alayhi salam chez les musulmans et les Christ chez les chrétiens, il est détesté, il est haï, il est catégorisé d'enfants de prostituées et tout. Et en fait, moi, je comprends pas. Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que c'est quelque chose? Comment ils en arrivé à se soumettre face à des gens qui les détestent? C'est ça ma que question. j'ai compris la question. Non, c'est un retournement de situation. Il faut quand même pas oublier une chose, c'est que les Juifs, pendant 15 siècles, mettons, enfin, ou à peu près, hein, et ils ont été quand même soumis à pas mal de harcèlement, enfin, je veux dire, d'actes enfin, ils ont été chassés. Vous savez, les Juifs, par exemple, en France, il y a eu à peu près une quinzaine comment dire, de décrets royaux d'interdiction de séjour sur 4 ou 5 siècles ou 6 siècles. Ça veut dire que le roi prenait un acte royal interdisant aux Juifs, donc chassant les Juifs. En Angleterre, c'était pareil. L'Angleterre a été une terre interdite aux Juifs pendant 3 ou 4 siècles. Donc, il ne faut pas quand même. Voilà, ça veut dire que c'est seulement depuis le XXe siècle. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, ce qu'on fait aux Maghrébins, aux musulmans, mais les Juifs l'ont subi au XXe siècle, dans les années 20 et 30, au XIXe siècle. Donc, et même pire avant. Donc, il ne faut pas croire que ça a toujours été comme ça. Bon, c'est nouveau. Voilà. Pourquoi alors, qu'est-ce qui fait que ça a changé? Alors, il y a quelques éléments. Il y a d'abord, il y a eu la Shoah. Bon, je ne vais pas développer. Bon, il y a eu la création de l'État d'Israël, qui a eu tout de suite une sympathie particulière de l'Occident, pour une raison très simple, enfin très simple, pour une raison évidente. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, c'est que l'Occident qui s'est battu contre les nazis, à partir de 42-43, les dirigeants, ils commençaient à se poser des questions. Et si tous ces juifs, tous ces réfugiés juifs qui sont dans les camps, qui sont ici, enfin, mais si la guerre s'arrête, qui c'est qui va les prendre? Où est-ce qu'on va les mettre? Vous savez, ils sont très cyniques, les dirigeants occidentaux. Je vais vous donner un exemple. En 1938, il y a eu la conférence
Alors, je crois que ça s'appelle la conférence d'Évian. Mais je peux me tromper, mais c'est ce genre de ville. Voilà, Évian. C'était en juin 1938. Organisé par l'équivalent de l'ONU de l'époque, ça veut dire la SDN. Et c'est vrai que la situation des Juifs en Allemagne et en Autriche était critique, était désespérée quand même. Bon, il n'y avait pas les camps de concentration encore, mais enfin, c'était la chasse aux Juifs, les boycotts, l'interdiction de la fonction publique, l'interdiction d'avoir une radio, d'aller dans les parcs. Enfin, vraiment, c'était le bon. Et donc, ces États se sont réunis, se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Hitler leur a dit, débarrassez-moi de ces Juifs. Moi, j'ai pas envie voilà, prenez-les. Et c'était quand même des gens d'un certain niveau. Il y avait des musiciens, des scientifiques, des médecins, des ingénieurs. C'était pas, comment dire, c'est pas des gens qui venaient par bateau, sans métier, sans rien, analphabètes. C'était des gens instruits, c'était, voilà. Et pourtant, à cette réunion, donc, où on pouvait, comment dire, il y avait peut-être 400 000, 500 000 juifs allemands et autrichiens, et on se demandait comment on pouvait sauver un certain nombre, les accueillir. Il y a eu 2 États, le Danemark et la République dominicaine, qui en ont accueilli chacun 3 000 ou 4 000. Bon. Et les autres, et le ministre des Affaires étrangères français a écrit au président du Conseil, ça veut dire le Premier ministre de l'époque, il lui a dit « J'ai réussi à ne pas accepter aucun juif en France. » C'est juste pour vous donner l'état d'esprit des gouvernements occidentaux à l'époque. Bon, je ne vais pas allonger parce qu'il s'est passé la même chose du côté américain. Donc les Américains se sont désintéressés des réfugiés juifs allemands, etc., vraiment au point de les renvoyer en Allemagne. Bon, donc c'est seulement à partir des années 40, 50, que l'Occident s'est trouvé une sympathie pour les Juifs. Et encore. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont voulu une création d'un État juif. Mais pour se débarrasser de ces milliers, de ces centaines de milliers de réfugiés qui étaient dans les camps et dont on ne savait pas quoi faire. Les États n'en voulaient pas. Les États européens, ils étaient bien contents de les envoyer dans un État juif. À l'époque aussi, dans les années 50, l'Occident menait une guerre contre les pays arabes. La France contre l'Algérie. Bon, ça a été quand même, voilà, bon. L'Angleterre et la France contre Gamal Abdel Nasser, la campagne de Suez. Donc il y avait puis la découverte quand même d'un État juif qui avait suscité la sympathie en Europe. Pourquoi? Parce que ce peuple avait souffert en Europe et ce peuple était, comment dire, on ne voyait pas encore la graine du sionisme, la graine du conquérant. C'était plutôt des gens soumis, pas du tout rebelles, des intellectuels non violents. Et donc, ça suscitait une sympathie naturelle pour ces gens-là. On avait des collègues qui étaient juifs à l'université, au laboratoire, etc. Et puis, on a les États, et puis on va passer à un autre stade. On va passer aux relations entre États. Et quand on passe aux relations entre États, il n'y a plus de sentiments. Si vous voulez, la France, l'Amérique, elle a des relations d'État avec Israël. Bon, eh bien, à ce moment-là, le sentiment ne compte pas. Ce n'est pas de la soumission de Goïm à une... Non, c'est juste qu'il y a des relations étatiques qui font que l'Occident est lié de manière... Enfin, il s'est lié à cet État là-bas pour des raisons stratégiques, de domination, enfin, de contrôle du Moyen-Orient.
Et puis aussi, et je finirai là-dessus, c'est qu'il y a le Mossad a réussi à implanter 40 000 à 50 000 sayanim, ça veut dire des agents d'influence dans tous les secteurs stratégiques en France, aux États-Unis, ça veut dire les médias, les universités, etc., qui ont façonné l'esprit occidental à aimer Israël, à aimer cet État qui, pendant des décennies, est passé pour l'État de la liberté, la seule démocratie de la région, le LGBT. Enfin, c'est toute cette propagande qui a très bien fonctionné. Donc, voilà, c'est ce qui explique cette soumission, mais qui n'a rien à voir avec, vous savez, j'ai déjà fait 2 vidéos avec le général de Lavarde et Tariq Ramadan. Et dans la première vidéo, le général de Lavarde avait dit qu'il était parti au Liban comme officier de l'armée et il avait beaucoup de sympathie pour Israël. Parce que Israël a su créer une image d'État moderne, sympathique, démocratique, etc. Mais quand il a eu affaire à eux, au bout de 2-3 ans, il les a détestés. Voilà. Donc, et il a dit que tout le monde était comme ça. Donc, en fait, c'est une opération de propagande extraordinaire de la part d'Israël, qui est en train de s'écorner. Mais, donc, voilà, j'essaie de vous donner les raisons qui expliquent la soumission de l'Occident à cet État voyou. Alors, s'il y a une autre question. Alors oui, il y a d'autres questions, Monsieur Cohen. Alors juste, il y avait un commentaire là sur le chat. Monsieur Cohen, bravo de dire toutes ces vérités. Avez-vous un livre? Alors Monsieur Cohen n'a pas écrit qu'un seul livre, mais en l'occurrence, vous avez écrit donc Le Printemps des Sayanim. Oui, Le Printemps des Sayanim sur les Sayanim. Il est toujours, il est aux éditions L'Harmattan. Voilà, j'ai écrit un autre qui s'appelle Dieu ne repasse pas à Bethléem, sur l'arnaque des accords d'Oslo, mais sous forme de roman. Vous savez, moi, j'écris toujours des romans. Voilà. Donc, sous forme de roman, je dénonce l'arnaque des accords d'Oslo. Voilà. Donc, je mets en scène des... Voilà. Voilà, donc vous pouvez facilement retrouver les livres de Monsieur Cohen sur Amazon, je crois, sur d'autres sites. Oui. Et puis, j'ai écrit d'autres. J'ai écrit, par exemple, Confession d'un Sayan. Ça veut dire comment un Sayan a été, comment dire, dans le quotidien Libération, quelle a été sa fonction, comment il est devenu Sayan, etc. Voilà. Voilà, très bien. Merci, Monsieur Cohen. Je vais donner la parole à Golpis qui est avec nous, qui voudrait réagir sur. Il y avait une question, je crois, sur le sujet précédent. Oui, Salam bonsoir. Salam alaikum, bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir, Wari. Bonsoir. Moi, en fait, j'aimerais revenir avec vous, Monsieur Cohen, vous avez parlé par rapport à ce qui se passe ce qui s'est passé avec vous par rapport à la diplomatie marocaine. Vous avez vécu sous la royauté de Hassan II. Oui. Et normalement, justement, il y a quand même un peu plus de liberté il y avait plus de liberté, en fait, sous Mohamed VI. Donc, moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui, selon vous, fait que, justement, en fait, vous êtes attaqué, alors qu'il y a quand même, on est censé avoir plus de liberté d'expression et plus de liberté de la presse sous Mohamed VI. Alors, attendez, d'abord, j'ai très peu attaqué le régime. C'est pas mon but. En fait, ce qu'on n'aime pas chez moi au Maroc, je vais vous dire, c'est que j'ai pas ma langue dans ma poche. Voilà. Par exemple, au Maroc, il faut toujours dire que les Juifs et les musulmans ont très bien vécu ensemble. Voilà. C'est la doxa. Voilà. C'est la doxa, voilà. Bon. Sauf que moi, quand je viens au Maroc, je leur dis, écoutez, 99,5% des Juifs sont partis, de leur plein gré, sur 40 ans. Quand on est une minorité de 300 000 personnes, et quand on s'en va à 99,5%, soyez logique, il y a quelque chose qui cloche. Par rapport à l'agent juif, vous parlez, non? Pardon?
par rapport à l'immigration avec l'agence juive. C'est ça, vous parlez? Non, pas du tout. Même sans l'agence juive, Ah, d'accord. Ok. à partir des années 70, les Juifs n'allaient plus en Israël. D'accord? Les Juifs allaient au Canada, en France, en Espagne, etc. D'accord? Voilà. Donc, ils ne passaient pas par l'agence juive. Mais ils quittaient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont partis à 99,5%. Quand on connaît la belle vie, et quand il reste, par exemple, moi j'ai 2 personnes qui sont au Maroc, je ne citerai pas, mais bon, mais chaque famille a 4 enfants, les 4 enfants sont à l'étranger et ne reviendront jamais. Donc voilà, donc je dis cette vérité qui déplaît au régime. Voilà. Donc je dis une vérité sur André Azoulay, je dis une vérité sur la normalisation, ça veut dire sur le régime sioniste. Donc, il y a des vérités. En général, au Maroc, on n'aime pas. Vous savez, c'est le règne du non-dit. On aime bien enrober les choses. Vous savez, tout à l'heure, j'ai cité Ben Kiran, bon, l'ancien premier ministre islamiste. Il m'avait invité à dîner avec des camarades en 2018-2019. Et vous savez ce qu'il m'a demandé à un moment donné? Lui-même, imaginez un premier ministre. Il m'a dit, Jacob, dis-moi, je ne comprends pas pourquoi les Juifs sont partis. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils sont partis. Parce que quand tu répètes tout le temps, on est très bien, le régime est démocratique, les Juifs sont très bien. Attends, mais enfin, pourquoi ils partent? Mais bon Dieu, pourquoi? Et là, moi j'écris un roman, encore un autre, qui s'appelle Les noces du commissaire. Et j'explique dans ce roman, j'explique, ça veut dire comment les dirigeants fascis, d'accord, la bourgeoisie fascie, a chassé légalement les hommes d'affaires juifs. Voilà. Et c'est une vérité. Seulement, cette vérité-là, elle n'est pas bonne à dire. Voilà. Personne ne l'a dit. Je ne connais pas d'intellectuels marocains, quand ils font des livres sur les Juifs du Maroc, ils ne disent pas la vérité. Moi, je la connais. J'ai fait un autre roman, j'ai écrit un autre roman qui s'appelle Du danger de monter sur la terrasse. Il y avait des filles juives de 10-11 ans qui étaient enlevées en 1960-61 par des militants de l'Istiklal et convertis à l'islam. Ce sont des vérités qu'on n'aime pas dire. Voilà. Et moi, je l'ai dit tout bonnement. Mon but n'est pas de critiquer le régime. Je ne critique pas le régime. Je veux dire, je dis des choses, comment dire, sur la situation des Juifs, etc. Je dis des vérités, enfin, qui me paraît être des vérités historiques. Ou des vérités, vous savez, comme Lénine disait, les faits sont têtus. Bon, ben, voilà. Et ils ne trouvent pas de réponse à ça. Comment leur expliquer que dans un pays magnifique, le Maroc est un pays magnifique, et les Juifs, qu'est-ce que vous voulez, ils n'avaient pas. Bon, ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas le traiter. Et ils partaient parce qu'ils avaient leur raison. Donc, quand on met les gens devant cette situation, ils n'aiment pas. Voilà. Et au Maroc, je ne sais pas si vous êtes de quelle origine. Non, je suis tunisien, je suis d'origine tunisienne. La société marocaine est une société du non-dit. C'est-à-dire, on apprend dès le Tunisie jeune âge, aussi. d'accord, à ne pas dire des choses. Voilà. Il ne faut pas. Chouma, etc. Voilà. Bon. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas. Voilà. Ou qu'on enrobe. Voilà. Et moi, ce n'est pas ma méthode. Et donc, on ne m'apprécie pas. Voilà. Voilà, c'est ça le fond du problème. Donc, c'est pas du tout, le régime, la critique du régime ne m'intéresse pas. Voilà, c'est pas mon job. Voilà. Moi, ce qui me touche, c'est la situation des Juifs, la présence du sionisme, du Mossad, etc. Voilà. Merci. Alors, ouais, je t'en prie, Golpi. Je te redescends, tu restes avec nous si jamais. Monsieur Cohen, je vais vous montrer une courte vidéo sur l'actualité en Palestine et on va la commenter. Alors, hop. Voici le résultat d'une frappe aérienne survenue dans la nuit de samedi à dimanche à Rafah, au sud de la bande de Gaza.
6 personnes sont mortes selon les autorités locales. Les habitants se croyaient ici relativement protégés. Voilà ce qu'il se passe dans un endroit sûr. Ils ont tous été tués dans un endroit supposé être sûr. Il n'y en a plus aujourd'hui. Ils ont été tués dans des endroits où les Israéliens leur ont demandé d'aller, des endroits qui étaient présentés comme sûrs et qui sont bombardés aujourd'hui. Pour l'instant, l'armée israélienne mène uniquement des opérations aériennes à Rafah, mais depuis plusieurs jours, la perspective d'une intervention terrestre se précise. Ce dimanche, le ministre Benny Gantz a fixé un ultimatum au Hamas. Le monde doit savoir et les dirigeants du Hamas doivent savoir que si d'ici le Ramadan, nos otages ne sont pas rentrés chez eux, les combats se poursuivront partout, y compris dans la région de Rafah. Le Ramadan commencera autour du 10 mars, soit dans 3 semaines. Benyamin Netanyahou se dit lui toujours déterminé dans son objectif de détruire complètement le Hamas. Il refuse catégoriquement de lui laisser le contrôle dans quelconque morceau de terre dans la bande de Gaza. Un temps envisagé par la communauté internationale, la question d'une trêve n'est plus à l'ordre du jour. Nous ne pouvons pas laisser intact ne serait-ce qu'un quart des bataillons terroristes du Hamas. Personne ne ferait cela dans le cas de la lutte contre l'État islamique. Vous ne laisseriez pas un quart de l'État islamique intact dans un territoire défini. L'Amérique a terminé le travail avec ses alliés. Nous finirons le travail ici avec nos braves soldats. Et nous veillerons à ce que la population civile ait un moyen de se mettre à l'abri du danger. La perspective d'une intervention terrestre à Rafah suscite des craintes quant au sort de la population. 1 400 000 Palestiniens se trouvent dans la ville, soit 70% de la population de la bande de Gaza. Parmi eux, beaucoup d'habitants du nord qui ont fui vers le sud face aux avancées de l'armée israélienne. Alors, Monsieur Cohen, donc là, on voit cette intervention, cette courte vidéo, donc parle d'une intervention qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Entre-temps, on a eu les diplomaties de chaque État intervenir à la Cour internationale de justice. Et donc, on a vu s'opposer encore une fois de plus les Américains pour un cessez-le-feu. Donc, Oui. on voit clairement, et puis je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, là, dans la courte vidéo, il y avait un petit carré là où c'était marqué « Guerre Israël contre le Hamas ». Donc, jusqu'à où on a entendu encore Ben Gourion dire que tant qu'il n'y aurait pas tous les otages libérés, on continuera. Donc, comment voyez-vous les choses évoluer, sachant que, bien sûr, dans 3 semaines, on entame le Ramadan. Est-ce qu'il y aura une trêve? Comment voyez-vous les choses pour ce peuple palestinien qui subit les foudres d'une armée sans précédent, quoi, je veux dire. D'accord. Moi, j'avais exprimé l'intuition la semaine dernière. Ouais, vous disiez que ça allait s'arrêter. Voilà. Et je maintiens. Et si je me trompe, je viendrai m'excuser. C'est pas grave. Hein. C'est une intuition. Je veux dire, je ne sais rien du tout. D'ailleurs, combien de gens savent ce qui va se passer dans une semaine? Je ne crois pas qu'il y ait plus de 50 personnes dans le monde. Voilà. Bon. Ça veut dire les chefs des renseignements, etc. Bon. Alors, juste avant de continuer, M. Cohen, juste avant que vous continuiez, oui. on voit que là, ça fait depuis donc, le 7 octobre, on est quasiment à 5 mois d'intervention et qu'on voit qu'il y a une résistance qui n'arrive pas à éradiquer le Hamas comme il souhaiterait le faire. Comment on explique cela? Comment on explique cette résistance sur le terrain du Hamas qui n'a pas réellement d'armée surpuissante, comment on explique cela et comment se fait-il que Israël continue à s'acharner sur la population palestinienne? Parce qu'elle prend prétexte. Son but principal, c'est la population palestinienne, en fait. Parce que le Hamas, c'est presque secondaire. Sinon, s'il cherchait la confrontation avec le Hamas, il n'aurait pas détruit toutes les installations civiles de Gaza. Or, l'armée sioniste a détruit systématiquement tout ce qui rend la vie possible à Gaza. Je ne vais pas faire la liste, mais ils ont tout détruit. Donc, leur but, avant le Hamas, parce que le Hamas, pour moi, enfin, à mon avis, le Hamas, ce n'est pas la grande menace pour Israël.
Je veux dire, même s'il reste 5 000, 10 000, bon, je veux dire, c'est pas une grande menace pour Israël. Bon. Par contre, le but principal, c'est comment dire, un nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Et donc de réoccuper une bande de Gaza nettoyée ethniquement, en faire un territoire où Israël peut construire 2 ou 3 villes. Israël manque de territoire, hein, donc la Cisjordanie commence à se remplir, et donc la bande de Gaza peut contenir peut-être 1 million d'habitants, et qu'il y a des richesses gazières et pétrolières au large. Et donc le but essentiel, principal, premier, le Hamas n'est que le prétexte. Ça veut dire, les Israéliens disent toujours, il faut qu'on se débarrasse du Hamas. Donc, mais en fait, c'est juste un prétexte. Bien sûr, ils cherchent à se débarrasser militairement du Hamas. Mais en premier, à mon avis, parce que s'ils arrivent à rendre la zone inhabitable, elle est déjà inhabitable, quasiment pour les 3/4 des gens, il n'y a rien. C'est une bande, c'est un territoire où il n'y a rien qui tienne debout. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je crois, la semaine dernière, il y aura des actions humanitaires pour recueillir des gens, etc. Donc, en fait, à mon avis encore, c'est une question, enfin, c'est une intuition personnelle, c'est une analyse personnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, ces déclarations ne signifient pas grand-chose. C'est juste, il peut dire aujourd'hui, je pose un ultimatum, et demain, trouver un accord. Donc, il ne faut jamais croire les hommes politiques quand ils disent ceci ou cela. Donc, en fait, Israël veut rendre tout retour à la vie normale impossible aux habitants. Et donc, parce que même s'il n'y a pas de vie normale à Gaza, ça veut dire s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de commerce, s'il n'y a pas d'hôpitaux, s'il n'y a pas de mosquées, enfin, s'il n'y a pas de bateaux de pêche, s'il n'y a pas de café, s'il n'y a pas de commerce, le Hamas, comment il va survivre dans un territoire, disons, sans rien? À un moment donné, bon, et c'est pour ça que si les Israéliens, disons, arrivent à c'est ça le point, à mon avis, essentiel. Est-ce qu'ils vont oser défier le monde entier en attaquant, en franchissant le dernier barrage de Rafah, enfin la dernière enclave de Rafah, ou pas? Et là, on commence quand même. Regardez par exemple la réaction du Brésil. Bon, et intéressante quand même, la réaction du Brésil. Malheureusement, le monde arabe et le monde musulman restent silencieux, enfin quasiment silencieux. Enfin, le Brésil, il a quand même mis, enfin, je veux dire, il a comparé l'action d'Israël à l'action des nazis contre les Juifs. Et donc, voilà, on va voir ce qui, voilà, est-ce que la question principale, à mon avis, est-ce que le régime sioniste, est-ce qu'il va vraiment aller au bout de cette logique-là, ou est-ce qu'il va s'arrêter à temps et se dire, bon, finalement, j'ai rendu la vie impossible à 80% des Gazaouis à Gaza, je peux m'arrêter là, faire un geste, genre, bon, d'accord, allez, on va signer une trêve, on va échanger, mais Gaza sera un territoire invivable. Comment 2 millions de gens vont vivre comme ça voilà. Donc, et puis, Israël contrôlera toujours l'entrée du matériel de construction, de la nourriture, de tout. Et donc, il aura la haute main. Et à mon avis, c'est pour ça que je dis, Israël pourrait se contenter d'une trêve, puisqu'il aurait atteint 80% de ses objectifs. Ça veut dire des objectifs, bon, peut-être 30 ou 40% de ses objectifs militaires, mais surtout 80% ou 90% de ses objectifs ethniques, de nettoyage ethnique.
Et c'est là le point essentiel, à mon avis, sur lequel peut-être on ne, comment dire, on ne s'appesantit pas beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que Israël a obtenu quasiment ce qu'il voulait en termes de nettoyage ethnique. Parce que d'une façon ou d'une autre, la vie va devenir impossible à Gaza. Et ceux qui parlent de reconstruction, etc., c'est de la foutaise. Parce que tout ce qui rentre à Gaza dépend du bon vouloir israélien. Voilà. L'Égypte ne fera pas entrer un camion sans l'aval des Israéliens. Voilà. On n'entend pas Wari, on n'entend rien. Oui, excusez-moi. Donc, je disais, monsieur, il y avait un petit message sur TikTok que je voulais vous lire. Vous avez déjà répondu, mais je vais vous le relire parce que voilà. Bonsoir, monsieur Cohen, pourquoi on ne vous voit pas sur les grandes chaînes? Vous avez la réponse? Quelle grande chaîne? Ah oui, bon, disons que j'ai traversé une période un peu de. Comment dire, avec le Covid, etc. Enfin, je ne sais pas, voilà. C'est vrai que depuis un certain temps, bon, c'est la vie. Hein. Voilà. Bon, on a la réponse, vous inquiétez pas. Alors, je vais donner la parole à quelqu'un qui est avec nous sur YouTube en espérant qu'il soit concis et qu'il y a encore un autre intervenant derrière. Alors, monsieur, oui, mon ami, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum, bonsoir monsieur Cohen, bonsoir à tous. Déjà, moi, par rapport à ma question, déjà, on sait que ça a été dit par I24 News qu'il y a deux grands rabbins en entité sioniste en Palestine occupée. Il y a le grand rabbin séfarade et le grand rabbin ashkénazi. Et le grand rabbin séfarade a dit dernièrement que les ashkénazis ne sont pas juifs. Voilà, ça a été dit, ça a fait polémique sur les médias de l'entité sioniste, etc. Donc, ils sont appelés d'ailleurs les juifs sémites. Les juifs sémites, ils sont appelés les arabes par les juifs non sémites, les khazars. Donc, ils ne sont pas vraiment juifs. Donc, et en fait, toute cette propagande-là, on sait que c'est des Occidentaux. On sait que George Soros a dit lui-même dans un interview qu'il était avec les nazis pour dépouiller les juifs. Donc, ils étaient du côté des nazis, les Khazars, les juifs khazars, qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas sémites. Donc, on sait qu'il y a toute cette propagande qui sont poussées par les Américains. Vous avez dit que les Sayanim ont poussé à une propagande des médiatiques, etc. Mais ça, c'est beaucoup plus ancien. C'est les Américains qui ont commencé avec tout le mensonge hollywoodien à mettre cette propagande-là en faisant passer les Indiens d'Amérique pour des criminels et les cow-boys pour des super-héros. Donc, c'est quelque chose de plus ancien qui est colonial et qui, aujourd'hui, on essaie de revenir en Palestine occupée avec des objectifs très anciens des Templiers, etc., pour revenir en Palestine occupée, alors qu'on sait pourquoi est-ce qu'il y a eu les divisions. Mais aujourd'hui, c'est en train de s'effondrer. Vous êtes en train de dire que oui, les Sayanim ont un grand pouvoir médiatique parce qu'ils ont réussi à infiltrer telle ou telle organisation. Les nazis ont fait exactement la même chose à la Seconde Guerre mondiale, se croyant surpuissants dans le monde, et ils ont quand même été anéantis militairement et politiquement, et ils ont été vus comme la bête noire partout dans le monde. Aujourd'hui, on ne peut plus en entendre. Alors, merci. Oui. Est-ce que tu peux aller au bout et poser ta question, s'il te plaît? Parce que là, tu es en train de développer, tu nous apportes ton argumentation, mais est-ce que tu peux être concis et poser ta question à M. Cohen, s'il te plaît? Merci. Oui. Alors, attends, je te réactive le micro. Voilà. Oui, et donc comme on voit une résurgence du nazi avec le régime de Kiev, qui sont proches d'ailleurs de l'entité sioniste, et donc un régime nazi qui ne se cache plus, qui est dévoilé en faisant les mêmes massacres que les nazis ont fait. Donc, et c'est grâce au mouvement populaire que
tous ces régimes-là se sont effondrés, comme les régimes d'apartheid en Afrique du Sud et même la guerre au Vietnam a été stoppée par les mouvements populaires. Donc aujourd'hui, la guerre médiatique a été perdue par l'entité sioniste. C'est la Palestine qui a gagné. 80% des pays dans le monde, des peuples du monde sont pour la Palestine. Donc, c'est pas parce qu'on gagne une guerre militairement qu'on la gagne politiquement. Donc aujourd'hui, la Palestine a gagné sur le plan médiatique et le plan, toute la propagande hypnotisée de l'entité sioniste est en train de s'effondrer. Voilà. Et maintenant, peu importe ce que disent tous les propagandistes, qu'ils essaient de dire que des Khazars sont juifs en essayant de mettre tout le monde dans sa poche. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout ça? Et merci pour m'avoir laissé poser la question. Ben, écoutez, je crois que il y a des développements sur lesquels il m'est difficile de placer un commentaire. Voilà, je suis désolé, mais voilà. Très bien, merci Monsieur Cohen. Écoutez, on va donner la parole à Monsieur KSH qui est avec nous, qui voulait poser une question concernant l'Iran. Bonsoir. Oui, bonsoir, salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Comme salam, on vous entend un petit peu lentement, doucement, mais si tu peux parler un petit peu plus fort. Oui, d'accord. Donc, la question à Monsieur Cohen. Bonsoir. Donc, selon vous, quels sont les liens entre l'Iran et l'Israël? Sont-ils réellement en guerre? Et l'Israël a-t-il intérêt à l'expansion des groupes armés chiites dans la région? Et merci. Bon, d'abord, je peux y aller? Oui, allez-y, Monsieur Cohen. Historiquement, dans les années 50 et 60, l'Iran était un grand allié d'Israël parce que c'était le Shah d'Iran. Donc, c'est une question d'opportunité politique. L'Iran étant un allié de l'Occident et de l'Amérique, il était donc l'allié d'Israël contre les Arabes. Bon. Après la révolution islamique de Khomeini, l'Iran est devenu, a pris la Palestine comme campagne c'est-à-dire que le Khomeini était anti-occidental et donc anti-israélien, et il a pris la défense de la Palestine. Et disons, il y avait un consensus en Occident de diminuer l'influence de l'Iran. J'en prends par exemple pour preuve la guerre entre l'Irak et l'Iran dans les années 80. Vous savez, c'est une guerre qui a duré 5 ou 6 ans, qui a été terriblement meurtrière. Et malheureusement, Saddam Hussein est tombé dans le piège tendu par l'Amérique. L'Amérique lui a dit, allez, va faire la guerre contre l'Iran, et peut-être on te donnera le Koweït, et tu gagneras des parts de marché, etc., etc. Et Saddam Hussein, il a été con, ou bête, ou je ne sais pas, il a fait une guerre terrible contre l'Iran. Bon. Mais en fait, c'était une guerre téléguidée déjà à l'époque. Pour l'Occident, pour Israël, il ne fallait pas que l'Iran devienne une grande puissance. Voilà, une puissance régionale qui puisse tenir tête à la suprématie israélienne dans la région. Et donc, toute l'action d'Israël depuis cette époque-là, depuis la guerre qui avait beaucoup affaibli l'Irak et l'Iran, et après, Israël a inventé cette histoire du nucléaire iranien qui a poussé les Occidentaux à sanctionner, à boycotter l'Iran. L'Iran a, pendant des années, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, elle est soumise à des embargos, à des boycotts, à des gels des avoirs. Tout ça, soi-disant, il y a eu un accord d'ailleurs qui a été signé et qui a été rompu, qui a été violé par Trump. Donc en fait, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y a 2 grandes puissances aujourd'hui en Iran, au Moyen-Orient. Il y a militairement parlant,
c'est Israël et l'Iran. Bon. Et donc, l'Iran est un empêcheur de gouverner en rond. Voilà, en fait, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui gêne l'impérialisme occidental, qui gêne l'impérialisme sioniste. Et donc, il y a toutes les raisons du monde pour le harceler. Bon, ils ne vont pas jusqu'à lui faire une guerre ouverte, parce qu'ils savent que, bon, ils ne sont pas sûrs du résultat. Donc, voilà. D'autant plus que les dégâts peuvent être terribles, notamment sur la circulation du pétrole, etc. Mais il y a cette espèce de harcèlement du régime iranien depuis une trentaine d'années. Et donc, par exemple, il y a eu un attentat il y a quelques semaines, sur le site vous savez, des civils qui ont été tués. Il y a quelques jours, il y a un gazoduc qui a sauté en Iran. Donc, il y a quand même tout ce harcèlement pour mettre l'Iran sur la défensive. Voilà, c'est un jeu de puissance. On se donne des coups. Les Iraniens, par exemple, sont présents en Syrie et Israël les bombarde régulièrement, soi-disant. Enfin, je ne sais pas s'ils bombardent d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, c'est une guerre que les deux pays se mènent par Hezbollah interposé aussi. Hezbollah pour l'Iran et d'autres, des groupes chiites, par exemple, qui viennent. Vous savez que l'Azerbaïdjan il est l'allié d'Israël et l'ennemi de l'Iran. Enfin, c'est un peu comique, mais c'est comme ça. Et donc, c'est un jeu de puissance avec des coups tordus de part et d'autre. Voilà. Alors, Monsieur Cohen voudrait, le monsieur qui a posé la question voudrait réagir. Je redonne la parole. Mais il y a d'autres questions, Wally, ou on arrête? Il y aura une autre question derrière. Et après... D'accord. Bon, allez-y. Merci, Monsieur Cohen, pour votre réponse. Et moi, je vous rejoins dans le sens où... J'entends pas bien. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez? Allô? Ton son, il est léger. Essaye de couper, tu as un écho derrière. Non, j'ai pas de micro, non. Non? Bon, ben, vas-y, essaye de... Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Donc, je vous rejoins dans le sens où l'Israël ne peut pas tolérer un rival puissant, militairement, scientifiquement. Donc, il y a une guerre en soi entre l'Israël et l'Iran. Mais moi, ma réflexion se porte plus, est-ce que l'Iran a un rôle favorable pour les sunnites? Parce que dans le Moyen-Orient, 80% des musulmans sont sunnites. Et les chiites sont en minorité. Donc, est-ce que le rôle de l'Iran dans la région est-il favorable au monde sunnite? Voilà. Et en fait, moi, ma réponse, ça serait que non. Parce que lorsqu'on parle de l'Iran, il y a un point qui est occulté, c'est l'idéologie du chiisme. On ne parle pas assez du chiisme en soi. Quelles sont ses sources, quelle est l'origine du chiisme et quel est son projet. Et je pense qu'en étudiant cela, on comprendra mieux le rôle de l'Iran. Parce qu'officiellement, l'Iran apporte son soutien à la Palestine et à Al-Quds. Mais dans les faits, lorsqu'on voit l'énergie, l'argent, l'armement qui sont mobilisés, donc notamment en Irak, au Yémen, en Syrie, ben en fait, c'est contre des musulmans, c'est contre des sunnites. Le plus gros de leur activité, actuellement, c'est contre des sunnites, même si ils vont les qualifier de certains de terroristes, etc. Mais en réalité, ils ne causent pas du tort à Israël et en plus, ils affaiblissent la région parce que l'expansion chiite affaiblit la région. La Syrie est affaiblie, le Yémen est affaibli. Il y a aussi un point dans le Yémen qu'on occulte et que j'en ai entendu parler nulle part dans la scène francophone, parce que moi, je me renseigne beaucoup dans les chaînes arabophones.
Et malheureusement, dans la francophonie, on ne retrouve pas des informations, notamment le blocus sur Ta'iz, donc une ville au Yémen qui s'appelle Ta'iz, qui a 1,5 million d'habitants, qui sont sunnites et qui sont sous blocus des Houthis chiites. Et on veut faire croire aux musulmans du Alors, monde. merci à toi, monsieur Farah. On ne t'entend pas très bien. Ton micro, il est un peu faible. Oui, Je voilà, te remercie. Tu peux repas ce que tu veux. Merci. Monsieur Cohen, on va clôturer avec la dernière intervention à ce sujet. On estime qu'Israël, qui répond à l'attaque qui lui a été infligée... Est-ce qu'elle répond de manière le 7 toujours octobre, aussi légitime? Ah oui, mais vous pouvez pas Ça, déclarer... c'est la vraie question Mais vous pouvez aujourd'hui. pas déclarer la guerre à quelqu'un, puis après dire « Ah, mais vous nous répondez trop fort ». On déclenche une guerre, et bien quand on déclenche cette guerre est faite, et on ne peut pas demander à celui qui nous fait la guerre de dire « Ce serait bien qu'il fasse une Quel que pause soit le bilan, quelles que soient les conséquences. », une guerre, c'est ça. C'est une guerre asymétrique, Michel Onfray. C'est un État, Israël, contre une organisation terroriste, le Hamas. Et donc les Palestiniens, vous dites que de toute façon c'est ainsi, qu'il n'y a pas d'autre choix? Alors les Palestiniens, c'est pas les gens du Hamas. Oui, Ils sont pas les gens du Hezbollah. C'est pas exactement la même chose. Moi, je soutiens le peuple de Gaza. Je ne soutiens pas dans le peuple de Gaza ceux qui se réclament de l'idéologie du Hamas et du Hezbollah. Je suis allé dans des territoires occupés. Je suis allé en Israël, etc. Et j'ai vu cette espèce de jérémiade permanent de la part des Palestiniens qui nous disent on n'a rien, on peut pas acheter des violons pour que nos petites filles puissent apprendre à jouer du violon, etc., etc. On est miséreux, on n'a pas de crayon, on n'a pas de cahier. On lui a déclaré la guerre à l'État d'Israël. Et l'Israël répond. Ça n'est pas à ceux qui ont déclaré la guerre de dire que cette guerre devrait se mener comme ceci ou comme cela. Voilà, Monsieur Cohen. Alors, c'était Michel Onfray qui était sur CNews concernant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment d'une bassesse. Je crois que j'ai utilisé le terme d'abjection dans un post de commentaire de cette vidéo, parce que comment on peut tomber aussi bas? C'est pas, enfin, je veux dire, c'est vraiment la soumission à l'idéologie sioniste. Voilà. C'est le goy qui se prosterne, qui rampe, parce que il n'est pas con, le mec. Il sait très bien, enfin, je veux dire, l'histoire de la Palestine depuis 80 ans, c'est une histoire de colonialisme, d'occupation, de harcèlement, enfin de centaines de résolutions qui ne sont pas respectées. Mais comment il peut se montrer? C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse, pas teshuva, parce que bon, il faut qu'il fasse acte de soumission. Voilà. Il sait qui est le maître, il sait quel est le discours dominant, il sait qu'il n'a pas le droit, s'il a envie de vivre dans les médiatiquement parlant, il faut qu'il se soumette, il faut qu'il vienne et il faut qu'il fasse son petit speech de soumission. Voilà où on en est en France. Voilà. C'est pas un con, c'est-à-dire s'il n'est pas bête, il n'est pas ignorant, mais il fait ça pour vivre, pour continuer à vivre, parce qu'il sait très bien que si jamais le CRIF ou n'importe quel autre, le lobby, enfin, et que notre organisation judéo-sioniste disent que ce type, il est antisémite ou je ne sais pas quoi, il est fichu pour les médias. Voilà. Voilà malheureusement à quel niveau on est arrivé en France. Voilà, merci. Alors, il y avait Golpis qui voulait faire une dernière réaction et après on clôturera, monsieur. Non, ce n'est pas la peine. Bon, enfin bon, si vous voulez. D'accord, allez-y. Bah, je vais essayer d'être rapide. Moi, je voulais comprendre un peu la stratégie israélienne parce que là, bon, comme vous savez, dans 3 semaines, il y a le mois béni du Ramadan qui commence et il y a une restriction de la mosquée Al-Aqsa qui a été décidée au gouvernement. Je crois qu'il faut avoir, pour pouvoir rentrer à la mosquée, il faut avoir la nationalité israélienne, je crois, et avoir plus de 40 ans, il me semble. Et du coup, là, ça met encore de l'huile sur le feu. Et j'arrive pas à comprendre, en fait, le but, en fait, de faire ça, c'est-à-dire de se remettre encore à dos, en fait, les musulmans, qu'ils soient palestiniens ou dans le monde, parce qu'ils vont être touchés, justement, par ce genre d'événement, parce qu'il y a une symbolique. Et j'aimerais comprendre, en fait, quelle est la logique, en fait, dans tout ça. Comme je l'ai dit dans un entretien très court, Algérie 54, Israël aujourd'hui est dans une dérive messianique, génocidaire, totalitaire,
raciste, fascisante. C'est-à-dire, elle fait un bras d'honneur aux musulmans, au monde arabe. Elle leur dit, c'est moi le maître. Voilà. Essayez de comprendre ça. Voilà. Ils sont dans cette logique. Ils disent aux musulmans et aux arabes, nous sommes les maîtres. Voilà. Si vous voulez vous frotter à nous, venez, on vous attend. Voilà. Eh bien, il faut vous soumettre. Voilà. Donc, ils sont dans cette logique-là où ils ont envie de montrer qu'ils sont les maîtres. Voilà. Donc, aux Arabes et aux musulmans, s'ils sont capables ou s'ils en ont, de relever le défi. Voilà. Très bien. Merci, M. Cohen, M. Golpiz. À bientôt. On se donne Ok, rendez-vous. bonsoir à tous et à la semaine prochaine. Bye. Au revoir. Merci encore. Voilà les amis, avant de clôturer, 2-3 mots quand même sur l'émission qui devait avoir lieu hier. Malheureusement, pour des raisons techniques, on a dû reporter à une date ultérieure. Donc c'était avec Farid DMS Deba et Morad El Attab, une émission sur la marche contre la grande marche initiée par Farid DMS Deba contre la pédocriminalité, une marche de 1500 km débutée le 1er février et qui s'arrêtera début avril au bout de 62-63 jours de marche à la Commission européenne de Bruxelles. Voilà, donc ça sera reporté, hein, je vous redonnerai le jour et la date bientôt. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui veulent suivre un petit peu la marche, c'est tous les jours sur TikTok, Farid DMS Deba, et de temps en temps je retransmets sur la chaîne Altitude, donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez venir. Abonnez-vous d'ailleurs à la chaîne Altitude pour tous ceux qui sont là. YouTube, vous avez le lien sur TikTok, sur mon profil TikTok, vous avez le lien de la chaîne, et sur les autres plateformes, vous avez le lien en description de cette émission. Aussi, un autre mot, bien sûr, on n'oublie pas Nabila Kilani qui se trouve en Palestine aujourd'hui, dans le sud de la bande de Gaza, après avoir été chassée du nord. Elle était domiciliée à Beth Leia, pardon. Et aujourd'hui, plus trop de nouvelles de elle. Je sais qu'elle est toujours en bonne santé à l'heure actuelle, mais malheureusement, les difficultés de communication, on n'a plus trop de nouvelles. Voilà. Donc, je vous remets une courte vidéo. Salam alaikum, on est mardi le 17 octobre 2023. C'est le 11e jour d'offensive israélienne contre la bande de Gaza. Hier, on a trouvé une école chrétienne qui a ouvert ses portes pour les réfugiés palestiniens. Les familles déplacées. Alors on a décidé de leur fournir de l'eau et aussi de pain, et on est devant le boulanger qui va nous aider et qui nous a préparé les pains. Voilà les amis, donc c'est une vidéo qui date il y a 4 mois en arrière, au début des événements au mois d'octobre. Et donc c'est Nabila Kilani qui est sur le terrain en Palestine et qui fait de l'humanitaire auprès d'une association AMPP 60 qui est donc liée à cette association AMPP 60 qui est ici en France. Et voilà, donc elle achète des vêtements, tout ce qui est vestimentaire, médicaments, tout ce qui est nourriture. Et elle aide les enfants, bien sûr, sur le terrain. Aujourd'hui, je crois que la situation est très compliquée. Comme je vous dis, on n'a plus trop de nouvelles, malheureusement. Donc, espérons qu'elle est encore en vie et on lui souhaite qu'elle le reste le plus longtemps possible. Voilà, les amis, pour celles et ceux qui veulent participer, faire un geste, on participe. Donc, vous avez le lien aussi en description de la vidéo. Et toutes les donations, je remercie les personnes qui ont donné jusqu'à présent. Et toutes les donations seront versées justement à Nabila pour cette cause. Voilà, les amis, je vous donne rendez-vous dès demain. On continue avec la grande marche avec Farid. Hein, je retransmets en général à partir de midi 30, 13h, et jusqu'à la fin de son étape. Et comme ça, tous les jours. Excellente soirée à vous. Salam alaikum. Et je vous laisse bien sûr avec le fameux clip qui est censuré de partout, mais qui est toujours avec nous ici ce soir. Et
ma chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Et que pour une fois tu fasses pas trop long. Bonne idée ma chérie, je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici et antisémite. 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 Antisémite, carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur guerre propre, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Quenelle dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilet jaune, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doutes d'Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas trop assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Eh, moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, tu dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du Christ. Tu traînes un sioniste de sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, Ouvertement antisémite. Violemment antisémite. 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 si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. 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 T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon de façon scientifique. Si toi aussi la dose te saisit en une milliseconde à la mention de l'armée qu'ils disent la plus morale du monde. Tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décide. Car si tu dis la vérité, ils crient déjà au génocide. Pourrais sans doute te défendre si un juif t'attaquait. Et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets. Bah t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie. C'est pas trop long. T'es con. Quoi? Qui a...